Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans le grenier des savoirs et dans cette prestigieuse bibliothèque de l'IRCH. Nous recevons aujourd'hui professeur Boubé Namewa. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, tu es enseignant-chercheur au département de philosophie de la faculté de lettres et sciences humaines de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Et tu es philosophe. Alors, tu peux nous parler un peu de ton parcours, cher collègue? Merci bien, Seyni. Je voudrais d'abord un peu louer l'initiative qui est celle de l'IRCH, je crois. À travers ta personne, je sais de toutes les façons que toi, en ce qui concerne la recherche du savoir, évidemment, tu es sans frontières. Je te remercie donc pour cette invitation que je viens d'avoir, à laquelle je ne m'y attendais pas, et qui tombe, je crois, à point nommé. Et je vous encourage sérieusement dans ce sens-là. Seyni, il est toujours difficile de parler de soi, mais on va essayer, puisqu'il s'agit de mon parcours. J'ai commencé l'école primaire à Famalé. C'est entre Tillabéri et Ayoru, jusqu'en classe de CE1. J'étais transféré à Tillabéri pour les deux classes de CE2 et de CM1. Ensuite à Niamey, en 78, où j'ai fait mon certificat d'études. Transféré au CG d'Agadez pour la 6e, le premier trimestre. Transféré au CG d'Arlit, où nous sommes la première promotion de ce collège, toujours en 1978, pour les 2 trimestres restants de la 6e, et j'ai fait ma 5e là-bas. J'ai été transféré ensuite au CG 1 de Magaria. À l'époque, c'était le seul collège qu'il y avait à Magaria, où j'ai obtenu mon BPC en 1982. Je reviens à Niamey pour le lycée. J'ai fait le collège Mariama de la seconde jusqu'à la terminale. Ensuite, je suis entré à l'université de Niamey en première année de philosophie jusqu'à licence. Après, je suis allé à Dakar pour la maîtrise. Je suis revenu pour les besoins du service civique national en 1992-93. Et après, je suis reparti pour le DA. Après avoir fait mon DA, j'ai fait ma thèse 3e cycle. Je suis revenu au Niger pour être enseignant-chercheur quelque part. Malheureusement, je n'avais pas été recruté. Je dis bien malheureusement pour moi. Je n'ai pas été recruté. Mais plutôt que de rester là et compter les poteaux, j'ai préféré faire usage de ce que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas d'un diplôme. Et du rôle de l'État. L'État n'a pas une obligation de vous donner un boulot. L'État a l'obligation de vous former, de mettre entre vos mains un outil, une clé qui ouvre toutes les portes du monde. En tout cas, même si ce diplôme n'ouvre pas toutes les portes du monde, il peut trouver une porte qui peut s'ouvrir. C'est ça. Et donc, j'ai fait usage de ça, je suis reparti à Dakar. Et c'est là que après avoir passé 2 années en train de faire des vacations, j'ai été recruté comme enseignant titulaire au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop. Je ne le regrette pas, j'avoue, au contraire. Je crois que à quelque chose, malheur est bon, parce que je ne vous le cache pas. Peut-être que si j'étais resté ici, j'allais être aujourd'hui dans les arcanes des bureaux en train de chercher des promotions telles que je le vois ici, ou des nominations. En tout cas, certainement que je n'allais pas devenir ce que j'estime être mon parcours aujourd'hui. Et en 2012, je soutiens ma thèse de doctorat d'État. Ce n'est pas de la fanfaronnade, mais il y avait un problème. Et j'en avais discuté d'ailleurs à l'époque avec Fé Guldeleya et Fé Boubagadou. Je leur ai dit qu'il y a une anomalie. Au Niger, il n'y a personne qui avait une thèse de doctorat d'État en philosophie. Donc si on cite, il n'y aura pas de Nigériens. Heureusement que moi j'étais inscrit en thèse de doctorat d'État, et c'est l'année où j'ai été inscrit que cette thèse a été supprimée. La thèse de doctorat d'État a été supprimée au bénéfice de la thèse unique. Donc j'ai eu cette chance, j'étais déjà inscrit,
Et on a donné l'opportunité à tous ceux qui étaient inscrits de les accompagner jusqu'à la soutenance. Nous avons eu un œil bienveillant de la part de notre doyen de la faculté de lettres de l'époque, le professeur Amadou Abdoulso, et directeur, d'abord c'était Souran, et après Souran c'était encore un autre du département d'histoire, Salou Ndiaye, qui nous ont accompagnés jusqu'à la soutenance de cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on doit citer titulaire du doctorat d'État en philosophie, on dira qu'il y a un Nigérien. Voilà. Voilà donc à peu près ce que je peux dire de ce cursus. Ah, c'est un parcours prestigieux. On sait qu'il y a beaucoup de Nigériens à l'extérieur qui sont éminemment compétents dans leur domaine de spécialité comme vous, et le grenier de savoir s'ouvre aussi à ces compétences, à ces universitaires qui en tout cas qui font honneur au Niger à l'extérieur. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, alors, vous êtes docteur d'État en philosophie, ça c'est qui était important, intéressant. Et dans vos domaines de spécialité, c'est la philosophie analytique, logique, épistémologie, histoire des sciences, la philosophie islamique et la philosophie africaine. Donc, tu peux nous parler un peu de ces philosophies? Oui, en ce qui concerne mes travaux académiques, c'est de la production de thèses, de mémoires, etc., c'est en épistémologie, et l'histoire des sciences en particulier. Et je me suis concentré un peu autour des sciences de la vie. Pour la petite histoire, mon mémoire de maîtrise s'appelait L'art de conserver la santé dans l'Antiquité grecque. Hélas, je suis allé chez les Grecs, de l'Antiquité grecque à travers Hippocrate et Platon, les conceptions philosophiques. Et mon mémoire de DA portait sur la notion de corps chez Descartes. Donc cette conception que les gens avaient d'un corps comme étant une machine, et que lorsqu'un corps est malade, il faudrait simplement le réparer comme on répare un moteur. Ensuite, il y a des enjeux qu'on peut découvrir déjà à partir de ces mémoires, de cette conception mécaniste du corps, où maintenant il fallait partir prendre la notion d'organisation. Parce que le corps n'est pas seulement parties extra parties, c'est-à-dire partie par partie, les unes indépendantes des autres. Mais c'est une question d'organisation. Et donc, avec l'aide de mon directeur, le professeur Souleymane Bachir Diagne, on a décidé d'interroger la notion d'organisation autour du corps. Et cette notion d'organisation ne concernait pas seulement le corps, parce qu'elle a des répercussions sur le plan politique. Donc l'organisation politique elle-même, quand on l'apprend, toutes les institutions, par exemple, de la République sont liées les unes aux autres. S'il y a une défaillance quelque part, si une des institutions ne prend pas l'autre, les fonctions de l'autre en charge, ça veut dire tout simplement que ce corps est condamné à mourir. Donc cette question d'organisation nous a un peu titillé l'esprit, et nous sommes allés dans ce sens-là, et ça ouvre des perspectives énormes. Et en dernière instance, en thèse de doctorat d'État, j'ai fait une thèse sur le corps dans l'histoire des idées, entre objectivité et subjectivité. C'est là que j'ai, au-delà de l'interrogation de la biologie, le décryptage du corps pour qu'on le connaisse, etc., je suis allé vers des discours beaucoup plus philosophiques sur le corps, et ce qui a abouti aussi à cette notion de corps idéal tel qu'on le connaît au Sahel. C'est-à-dire les différents canons que nous connaissons, qui font en général trembler les peuples. Tu me permettras de les titiller, de les indexer de passage. Alors donc, ça a abouti à l'esthétique du corps. Donc nous sommes partis de la science du corps en tant que science expérimentale, et nous sommes arrivés au point qui est celui de l'esthétique du corps. Ça, ce sont mes activités en ce qui concerne ma production de thèse, de mémoire, etc. Mon intérêt s'est accru autour de la question de la philosophie en islam. Pourquoi? Parce que ici au Niger, on dit que nous sommes à 89% musulmans. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir, on nous a présenté la philosophie comme étant hostile à la religion, et la religion hostile à la philosophie. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu où
la religion musulmane qui m'intéresse, parce qu'engageant les Nigériens, est-ce que cela ne peut pas avoir un rapport avec la discipline que moi j'ai choisi d'étudier? Et heureusement pour moi, je tombe sur des auteurs tels que Al-Ghazali, tels que, je cite pas dans l'ordre, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Khaldoun, Averroès, c'est-à-dire Ibn Rushd, Ibn Sina, Shihabuddin Yahya Sahrawardi, Jalal ad-Durruni. Je tombe sur ces auteurs qui, eux, ne sont pas hostiles à la philosophie, même si on pense qu'Al-Ghazali était hostile à la philosophie. Al-Ghazali n'était pas hostile à la philosophie dans son ensemble, que lui, il appelle hikmah. Mais il était plutôt hostile à la falsafa, qui n'est que l'expression de la philosophie aristotélicienne importée en milieu musulman. Et il a raison, parce que cet instrument qu'est la logique, le syllogisme, lorsqu'on le décline quelque part devant un public qui n'est pas prêt à le recevoir, c'est qu'effectivement, ça peut mener l'individu vers l'égarement. Et quelqu'un comme Ibn Rushd dira tout simplement qu'il faut faire le choix du public à qui on doit s'adresser avec tel type d'argument. Et il en énumère 4. L'argument oratoire, l'argument sophistique, l'argument dialectique et l'argument démonstratif. Tu comprendras que l'argument démonstratif est réservé à une élite qui elle-même est capable cette fois-ci de pouvoir s'élever au-dessus de la conception du commun des mortels. Et que l'argument oratoire est destiné plutôt à la foule. Quand vous vous retrouvez dans une mosquée et que vous devrez convaincre les khutbas, quand vous devrez les tenir dans une mosquée, il ne faut jamais utiliser l'argument démonstratif, il faut utiliser l'argument oratoire, avec des symboles, des images, que le musulman qui est là en face de vous peut comprendre. Ça, c'est de l'aristotélicisme. Et il était un peu hostile à tout cela, mais pas à la hikmah en tant que philosophie, en tant que sagesse. Pour preuve, c'est que le sultan Al-Mamoun avait créé Beit al-Hikmah, où il y avait des traductions de pratiquement toutes les œuvres philosophiques telles qu'on les connaissait chez les Grecs, que ce soit Platon, Plotin, Aristote et tant d'autres. Donc si lui, il a senti la nécessité de procéder à la traduction de ces textes, c'est parce qu'il sait que ça a un apport à la religion musulmane. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que je me suis rendu compte que, au fond, ces musulmans que les Nigériens ignorent, l'écrasante majorité des Nigériens ignorent, parce qu'eux, ils s'en tiennent au Coran ou au Hadith, mais ne prennent pas les pensées, par exemple, des théologiens, des grands théologiens musulmans, ou des grands philosophes musulmans qui ont réfléchi sur la religion musulmane. Je me suis rendu compte qu'au fond, les Occidentaux, à partir de la Renaissance, ne se sont pas simplement cantonnés de chercher les éléments de la philosophie grecque. Non, ces éléments de la philosophie grecque leur ont été transmis par les musulmans. C'est chez les musulmans que les Européens sont allés trouver ce qui a constitué ce qu'ils appellent leur background, c'est-à-dire leur fondement. Mais alors, si eux sont allés chercher, pourquoi nous, musulmans, nous ne pouvons pas aller directement à la source pour chercher? Surtout que ces textes nous parlent. Ces textes nous parlent parce que ces textes ont inspiré des grands savants, des grands chefs chez nous qui ont écrit des choses extraordinaires que nous ignorons encore. Si c'était par exemple ta thèse, que j'aime bien au passage, qui restitue la pensée de Ousmane Danfodio, mais aujourd'hui nous ne pouvons rien entreprendre sans nous référer au texte écrit par Ousmane Danfodio, par son fils Bello et par son frère Abdallah. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans nous référer à la manière dont Cheikh Amadou a organisé la Dina au Massina. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans nous référer à ce que Al-Kanemi a fait dans l'empire du Bornou. Donc, ces textes nous parlent. Or, ils ont été influencés soit par Al-Maghili, pour le cas de Cheikh Ousmane Danfodio, soit par Al-Souiti, qui était le pendant de Al-Maghili de ce côté-là. Bref, ces textes nous parlent directement. Ils nous parlent plus qu'ils ne parlent aux Européens. Et donc, pourquoi ignorer cela? Ce qui fait que, avec l'aide de professeur Souleymane Bachir Diagne, qui avait la charge, qui avait créé cet enseignement de philosophie islamique, lui, il l'appelait, à l'université de Dakar, quand il partait aux États-Unis, j'ai hérité de cet enseignement. Je n'étais peut-être pas le mieux placé, mais j'étais le moins loin possible. Le moins loin possible de tous les collègues qui étaient là-bas, le moins loin possible de cet enseignement, ce qui fait que je l'ai reçu. Il y avait l'autre professeur Amatoulaye Diagne
même qui est la sœur Bachir, qui avait l'aspect moderne de la philosophie en islam, Amr Ali, Iqbal, etc. Elle les interrogeait, mais moi j'interrogeais les classiques parce que ces classiques-là me parlent beaucoup plus que, par exemple, les auteurs, philosophes européens, etc. Voilà comment je suis arrivé à ça. Et ça, c'est ma préoccupation fondamentale. Chercher ce qui peut nous être utile. Et si on ajoute maintenant la philosophie africaine, je suis africain, je suis nigérien, il y a des aspects de notre culture traditionnelle qui sont aujourd'hui, je vais dire, positifs. Nous ne devrons pas tout balayer d'un revers de la main, ce qui fait que j'interroge la philosophie africaine, les manières de penser des Africains, etc., en relation avec cet enseignement de philosophie en islam. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que la philosophie en islam a commencé bien avant l'université de Dakar, à l'université de Niamey, avec le professeur Jean-Dominique Penel, qui nous a introduit ça, qui trouvait anormal que dans un pays comme le Niger, où les étudiants qu'il a en face de lui, 100% sont musulmans. Donc, il est inadmissible qu'il ne puisse pas connaître les philosophes musulmans. C'est un Français qui nous donne cette leçon-là. Voilà comment j'articule ces questions-là autour de quelques notions chaque année. J'introduis une nouvelle notion autour de ces questions-là, que ce soit en philosophie, en islam, un auteur, etc., que j'étudie avec mes étudiants. Mais mieux, aujourd'hui, j'ai des étudiants qui travaillent, par exemple, autour de la pensée de Malik Sy, autour de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, autour de la pensée de Laye. Donc, toutes ces grandes confréries religieuses du Sénégal, j'ai des étudiants qui travaillent sur ce qu'ils ont écrit, pas sur ce qu'ils ont dit ou ce qu'on dit qu'ils ont dit. Voilà. Merci beaucoup, c'est professeur, très intéressant. On voit bien que dans vos travaux, le corps est là, le corps est présent. Et, bon, alors je me souviens, après avoir soutenu, tu permets, après avoir soutenu ma thèse de doctorat d'État, un Nigérien m'a dit, mais est-ce que ça se mange? Mais s'il veut manger, il n'a qu'à aller au champ cultivé, c'est là-bas. Mais manger, c'est pour toi, c'est pas pour le corps. Il faut connaître son corps. Connais-toi toi-même, ça commence d'abord par la connaissance du corps avant d'aller vers la connaissance de l'esprit. On ne peut pas connaître l'esprit sans connaître le corps. Et si on connaît l'esprit sans le corps, ça veut dire qu'on connaît un véhicule, peut-être, non, le moteur d'un véhicule sans le véhicule lui-même. C'est ça. Et tout ça, c'est sous la direction du grand professeur Souleymane Bachir, sauf la thèse d'État qui a été maintenant dirigée par sa sœur, Ramatoulaye Diagne Mbengue. Qui est notre maître à tous, parce que moi, c'est lui qui a préfacé mon premier livre. Une très belle préface d'ailleurs. Et tu sais, je te félicite pour cette préface-là parce que n'obtient pas une préface de Souleymane Bachir Diagne qui le veut. En tout cas, c'était un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. Et par rapport à la philosophie africaine, ça souvent, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Des grands philosophes ont échangé autour de cette thématique. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie africaine? Alors là, je vais peut-être te décevoir. Je ne m'intéresse pas, moi, personnellement, de savoir si, par exemple, une philosophie authentiquement africaine existerait ou si elle n'existe pas. Si elle existe, qu'est-ce qu'elle est? Je sais que moi, j'ai étudié la philosophie. Je pratique la philosophie telle que je l'ai étudiée. C'est-à-dire, moi, si je prends un domaine bien déterminé de la vie des Africains, j'interroge les concepts qui sont les leurs, les concepts opératoires. J'interroge leur manière de penser, j'interroge leur manière de faire. Je donne un exemple, tiré totalement de nos traditions. Lorsque je regarde par exemple le géomancien, qui tape la terre, comme on dit, mais moi je le vois en train de faire de la logique binaire. Il tape, il met les deux étoiles. Il tape, il met une étoile. Il tape et il vous donne 4 lignes. Les 4 lignes correspondent aux 4 lignes entre 2 propositions reliées par un connecteur. Les 4 lignes donc d'une table de vérité. Et c'est cette table de vérité qui est interprétée. Donc moi je vois dans la géomancie, pas ce que les autres voient dans la géomancie, mais moi je vois une approche formelle avec un langage bien structuré, bien connu, etc. Ce qui fait que très souvent, je regarde mes étudiants, quand je leur enseigne la logique binaire, je leur dis, écoutez, je regarde, je dis, bon,
on va appliquer sur vous. Je trace mes tableaux, je fais mes étoiles, etc. Et puis je regarde, je dis, vous avez ceci, parce que je vois. Donc, c'est ce genre de pensée qui m'intéresse moi. C'est-à-dire, comment de la manière dont les musulmans ont adopté la philosophie grecque et qui a permis à la religion musulmane de se raffermir davantage, d'aller à la conquête d'autres peuples. Moi, c'est cela, j'applique ces instruments de la philosophie. D'ailleurs, quelqu'un comme Montunji le dit, il n'y a pas de philosophie africaine en dehors de la tradition philosophique elle-même, c'est-à-dire en dehors des canons légués par la tradition. Quand il dit la tradition, c'est la tradition philosophique. Moi, je ne m'embarrasse pas de ça pour dire je cherche une philosophie authentiquement africaine. Il m'appartient plutôt aujourd'hui, avec les instruments de la philosophie qui sont les miens, il m'appartient donc de réfléchir, de les appliquer à notre contexte. Par exemple, aujourd'hui, si nous devrons réfléchir, parce que c'est le moment, sur la politique aujourd'hui, mais il n'y a pas mieux que la philosophie en islam, ou les textes produits par les musulmans, pour nous dire c'est quoi la bonne gouvernance. Lorsque quelqu'un comme Al-Farabi cherche ce qu'il appelle le roi vertueux, le régime vertueux et la cité vertueuse. Mais ça, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Donc, c'est à nous de voir ce discours-là et puis nous interroger sur notre propre contexte culturel ou sur nos propres réalités pour savoir si nous pouvons trouver quelque chose dans ce sens-là. Je fais une approche, par exemple, très philosophique d'un culte ou de deux cultes. Toujours en relation avec philosophie en islam, c'est-à-dire je suis avec les religions, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou les religions du terreur comme on les appelle, je fais une approche rationnelle. Lorsque je considère le panthéon par exemple du culte Songhai, le Holley, moi ce que je vois dedans, c'est pas ce que tout le monde voit. Moi je ne vois pas quelqu'un qui vient, il est possédé, il écarquille les yeux en train de crier, on lui est ici là-bas. Non, je regarde plutôt le rapport qu'il y a entre deux possédés. Le rapport de fraternité qui existe entre eux, le rapport de parenté qui existe entre eux. C'est ça qui m'intéresse. Et je sais que ce qui est exprimé là, c'est qu'ils soient possédés ou non possédés, ils sont conscients de ces rapports. Aujourd'hui, quand vous prenez dans une ère de Holley, ce que vous voyez quand il y a Diko qui possède quelqu'un, vous voyez Diko qui possède quelqu'un. Vous voyez par exemple Kirei qui vient la saluer, c'est sa mère. Mais le rapport entre celui qui est possédé par Diko et celui qui est possédé par Kirei transcende l'ère qui est celle-là, le fils Kirei, c'est-à-dire non possédé, l'homme, le médium ou le cheval de Kirei, en dehors de l'espace qui est là réservé à la cérémonie, dehors, il va respecter la juma, ou bien le cheval de Harakwetiko. Donc, il y a ces rapports. Ensuite, je vois, et ça avec mon ami Talibi, nous réfléchissons beaucoup autour de ces questions-là, je vois ce qu'on appelle l'interculturalité à travers l'étude du panthéon Songhai. Dans le panthéon du Bori aussi, c'est la même chose. Je prends la chose suivante. Je prends la figure de Diko Harakwe, qui est père Sonrai, mère Alahawa, Peul. Déjà métis. Nous sommes en plein Sahel. Et ils ont une tradition. Elle se marie, normalement, après un enfant, il faut divorcer pour se remarier. Alors là, ça renvoie à quelque chose. Ça veut dire qu'on cherche l'unité des peuples. Il ne faut pas se sédentariser en un seul endroit. C'est vrai que les musulmans vont considérer qu'elle est dévergondée, elle est ceci, elle est cela, mais elle cherche l'unité. Elle se marie dans un premier temps avec un Soaraï, elle a Kirei. Marie Kirei, Soaraï donc. Elle métisse Soaraï Peul, enfant Soaraï. Elle casse son mariage, elle se marie avec un targui de Gao, et elle a Maman Surgou. Le nom parle d'ailleurs. Quand on dit Surgou, ça veut dire que c'est un Touareg, ou un targui plutôt. Elle casse son mariage, elle se remarie avec un gourmandier. Elle a Moussa Niaouri. Elle casse le mariage, elle se marie, certains disent avec un Hausa de Yaouri, d'autres disent avec un Hausa du Daura. Peu importe. C'est l'identité qui m'intéresse. Elle a Manda Hausa Kwe. Elle casse le mariage, elle se remarie avec un targui de Manaka. Ici à côté Manaka qui a des problèmes là. Et elle a Frambar Kwada. Elle adopte un fils qui est un Bariba, mais dont la mère est
et Bella. Et qui plus est lépreuse. C'est Ngouari Fongo qu'on appelle communément Dongo, Benoko et tout ce que vous voulez, mais de son vrai nom, c'est Ngouari Fongo. Ensuite, Jato, elle l'adopte. Maintenant, il y a l'interchangeabilité. Il se trouve qu'un des enfants de Diko, le deuxième, Maman Surgou, est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle les Gandjikware, qui sont des musulmans. Il quitte sa famille et il rejoint la famille des Gandjikware. Il y a eu changement, puisque Zaki Serki, lui, est de l'autre côté, lui aussi, il quitte pour venir occuper la place laissée vacante par Maman Surgou. Regardez un peu ce que vous avez là. Vous avez pratiquement aujourd'hui la population du Niger. Du Niger, oui, c'est ça. Liée par le lien de lait. Tout le monde sait dans nos langues, quand on dit celui-là c'est le fils de ma mère, ou bien dans Ouana, les rapports sont beaucoup plus solides qu'avec Aïbabi Zono. C'est ça. Ou bien dans Oubanani. Là, il y a inimité totale. Ici, c'est la même mère qu'ils ont. Ça veut dire que tous les peuples que je viens de citer là, Soaray, Touareg, Gourmanché, Haoussa, Bariba, tous ces peuples ont la même mer. Et cette mer-là, c'est quoi? C'est le fleuve Niger. Parce que c'est là que nous tirons notre substance. On a réduit le fleuve Niger à ce qu'il est aujourd'hui dans son lit. On oublie que sur la rive gauche, il a des affluents qui partent depuis l'Algérie, depuis le désert, le Dalol Bosso, le Dalol Mauri, la Magia là. C'est un affluent souterrain du fleuve Niger. Si on remonte sur la rive droite, nous avons tous ces affluents-là que nous connaissons, les sept en tout cas en territoire nigérien, mais bien avant cela, avant qu'il ne soit le Grand Djoliba, c'est le Bali et c'est le Sankarani. Voilà notre mer en vérité, le fleuve Niger. C'est ce fleuve qui nous nourrit en fait. C'est son sang. Et autour de ce fleuve, la preuve, il faut simplement aller à Mopti. Vous allez trouver que la ville de Mopti est une ville, je dirais, cosmopolite. Vous avez pratiquement tout le monde dedans. Et ce fleuve est l'un des rares au monde à avoir 12 noms. Parce qu'il traverse 12 peuples différents. J'ai parlé du Sankarani, qui prend sa source en Guinée-Conakry. Le Bani, qui lui vient avec ses eaux noires de la Côte d'Ivoire. Les deux eaux ocre, puisque dans les montagnes du Fouta Djalon, les eaux sont boueuses, donc les eaux sont ocre. Ici, c'est la forêt, les eaux sont noires. Rencontre noire-ocre, ça nous donne l'eau du Djoliba limpide. Or, ça c'est un signe. La race blanche que nous avons de l'autre côté rencontre la race noire. C'est ça qui nous donne un café au lait que nous connaissons au Sahel. Et il n'y a pas que ce métissage, je vais dire biologique, il y a un métissage culturel. Ça, c'est vrai. Alors, faites le tour peut-être pour savoir quels sont les peuples que ce fleuve-là traverse et nourrit, et vous retrouverez jusqu'à la Benoué, qui est un de ses affluents aussi, vous retrouverez les 12 noms, plus le 13e Niger, fleuve Niger qui a été donné par les Occidentaux. Voilà ce qui m'intéresse par exemple moi aujourd'hui. Quelles sont les valeurs qui me permettent aujourd'hui de dire que les Nigériens sont unis, que les Nigériens sont, pour utiliser hélas une expression pelle, innogota, c'est-à-dire la même mère. Et qui dit même mère dit les gens doivent aller ensemble et ne pas aller dans le sens où les veulent les politiciens, hélas pour ces pays-là, divisés pour mieux régner. Et ne pas aller dans le sens où veulent l'entendre, par exemple, tu me permets de faire cette dénonciation, les Français qui disent, qui veulent opposer coûte que coûte des peuples que rien n'oppose. Aujourd'hui au Niger, qui peut dire que je n'épouserai pas une femme de telle ethnie? Quelle est la femme de telle ethnie qui dira par exemple je n'épouserai pas un homme de telle ethnie? Ça n'existe plus. Si ça existait avant, aujourd'hui ça n'existe plus. D'ailleurs, même les mariages autour des castes, celui-là c'est un griot, celui-là c'est Ibala. Aujourd'hui c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Parce que d'abord, c'est une question entre deux individus. À partir du moment où la famille, le rôle de la famille s'est estampé dans la vie d'un couple, mais les gens sont libres de se choisir comme conjoint. Donc, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, d'ailleurs, ça ne traverse même pas ma tête, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de Lob Kambanya, qui est la mère de Dongo, qui peut posséder un chef. Et donc, respect dû aux handicapés. C'est ça. Si on regarde, il y a tellement de valeurs dans ce sens. Et là, je remercie Feu Boubegado qui m'avait mis la puce à l'oreille en me disant il faut chercher les valeurs autour de ces cultes-là. C'est surtout les valeurs qu'il faut chercher et non ce qui est apparent. Il faut chercher l'essence des choses. Voilà à peu près ce que j'entends par philosophie en Afrique et non philosophie africaine.
Merci beaucoup. C'était très intéressant, professeur. Et, on va rentrer dans vos productions. Vous avez produit beaucoup de livres et d'articles. Et passons aux livres d'abord. Le premier, ou le dernier, qui porte le corps dans la philosophie du sujet. Donc on revient au corps. Alors nous sommes au Sahel, on sait très bien aussi que le corps, ce dernier temps, c'est aussi un corps meurtri. Absolument. Hélas, le corps est devenu une espèce de missile ou de bombe. Voilà. Ou en tout cas de lance-roquette. Parce que un être humain qui veut disposer de son corps, mais pour porter atteinte à d'autres corps, ça c'est la chose la plus ignoble qui puisse exister. Nous avons beaucoup attiré l'attention avant qu'on arrive à ce stade où ça prend des proportions extrêmement dangereuses. Nous avons proposé des solutions. Si tu te souviens, d'ailleurs, nous nous sommes croisés à Tanger, nous avons fait un colloque là-bas autour d'un certain nombre de choses. Je crois qu'à Niamey aussi, en 2009, nous avons fait des choses. Malheureusement, c'est que les chercheurs ne sont pas écoutés. Le chercheur, il fait son travail, il le dépose. Celui qui veut avoir des solutions, ou en tout cas un début de solution, il vient, il prend. Mais ce n'est pas toujours que nous sommes écoutés. Cette histoire aujourd'hui, de corps, y compris le corps féminin, utilisé comme instrument de la mort, au lieu que ce soit un instrument qui donne vie, on l'utilise comme instrument de la mort. C'est la chose la plus ignoble qui puisse nous arriver. Je ne sais pas. Je crois qu'il faudrait que nous nous interrogions. Pendant longtemps, j'avais pensé que le noir, le nègre, parce qu'il célébrait la vie, c'est quelqu'un qui aime vivre, j'ai pensé que le nègre ne peut pas faire le kamikaze. Jusqu'au jour où Al-Mustafa, le Nigérian, qui a failli détourner un avion, je dis, mais là c'est très grave. Ça veut dire que quelque part, nous avons un problème. Et ce problème, il faut que nous le réglions avant que ça ne prenne des proportions autres. C'est la question de la pauvreté. C'est la question de l'éducation. Pauvreté, manque d'éducation, conduit nécessairement à ces choses. Surtout que notre espace est un espace qui était, je dirais, historiquement propice à la montée. Si on ne met pas des garde-fous, c'est un espace qui est propice. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons connu des djihad chez nous. Djihad de Ousmane Danhodio, djihad de Samori, djihad de El Hadj Omar Fouti Outal, toutes ces théocraties-là, etc. Donc, potentiellement, c'était possible historiquement. Et donc, il fallait prendre des garde-fous pour lutter d'abord contre la pauvreté et contre l'ignorance. Ce sont ces deux mamelles. Moi, je ne vois pas autre chose. Lutter contre la pauvreté, lutter contre l'ignorance. Parce que qui est éclairé par la lumière, évidemment, ne peut pas se comporter d'une certaine façon. Qui a quelque chose à manger chez lui, qui a en tout cas le strict minimum pour pouvoir subvenir à ses besoins, il n'a pas besoin d'aller arracher celui de quelqu'un, à moins qu'il ne soit mis par la cupidité. On sait que l'homme est insatiable par définition, mais l'insatiabilité elle-même, elle a des limites. Parce que la force de quelqu'un en face de la force de l'autre, c'est que c'est toujours la force la moins forte qui empathie. Et il n'est pas évident que celui qui veut vous arracher ce qui existe entre vos mains soit plus fort que vous. Donc, l'ignorance, la pauvreté, et peut-être quelque part l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, moi je mets les pieds dans les plats, l'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent au Sahel d'une manière générale. Ça a conduit à cette situation. Hélas, nous avons travaillé sur le djihadisme. J'aime pas tellement ce mot d'ailleurs. Parce que le djihad, nous savons qu'il y a deux types de djihad. Il y a le grand djihad et il y a le petit djihad. Et je rapporte simplement qu'à l'issue de la guerre de Badr, ça tu en sais quelque chose, le prophète a dit à ses compagnons, nous venons de gagner la petite guerre sainte. Et les compagnons se regardaient à gauche et à droite. Et comme en pareille circonstance, celui qui osa, c'est Sayyidina Abou Bakr, il lui dit, Ya Rasulallah, nous venons de souffrir au cours de cette guerre-là. Nous avons perdu des compagnons. Et toi, tu dis, ça, c'est la petite guerre sainte. Quelle est cette grande guerre sainte qui nous attend alors?
Il leur a répondu, c'est cette guerre que chacun d'entre nous va remporter contre lui-même. Pourquoi? Parce qu'en chaque homme, il y a ambivalence. Il y a l'ange, il y a le démon. Ça, c'est du Platon tout fait, dans le Timée. L'attelage ailé. Donc, en chaque homme, il y a l'ange, il y a le démon qui sont dans une lutte perpétuelle. La raison et la passion. Il faut toujours faire en sorte que la raison l'emporte sur la passion. Or, opérer une sorte de réflexivité pour s'interroger sur qui suis-je en ce moment? Suis-je le démon ou suis-je l'ange? Si je suis le démon, je dois faire en sorte que l'ange ait le dessus sur le démon. Si je suis ange, je dois faire en sorte que, parce qu'on peut rien construire aussi sans passion, je dois faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et de cet équilibre, il arrivera ce qu'on peut appeler la création, l'équilibre créateur. Et donc c'est ça qu'il leur a dit. Et ça, cette philosophie, elle est puisée. Si vous allez chez Platon, dans le Timée, si vous allez chez Aristote, dans beaucoup de textes d'Aristote, il cherche toujours la modération. Chez Épicure, il faut être modéré, etc. Et c'est cela. Il n'y a pas une guerre sainte plus grande que celle-là. Vous êtes votre propre adversaire. C'est sur vous que vous devrez fournir des efforts extraordinaires pour retrouver cet équilibre. Équilibre, une fois que vous l'avez retrouvé à votre niveau, maintenant, avec votre vis-à-vis. Vous devrez le respecter en tant qu'être humain, d'abord. Parce que en chaque être humain, il y a un don de Dieu. Dieu a mis en chaque être humain ceci, il lui a dit, je te prête ça, entretiens ça comme une flamme. Le jour où moi j'aurai besoin de ça, je viendrai récupérer ce que je t'avais donné et je te demanderai de compte sur la manière dont tu as entretenu ce don que je t'ai fait. Personne n'a acheté sa vie. Et ça ne se vend pas quelque part. C'est un don de Dieu et on se doit de l'entretenir. Donc une fois que je comprends par exemple que ma vie, je dois l'entretenir, je dois me dire, celui qui est en face de moi, c'est aussi un don de Dieu qu'il a. En vertu de quoi moi je vais porter atteinte à ce don de Dieu. Il faut que les gens se comprennent comme ça. Et progressivement, ça s'ouvre à 1. Toutes les communautés linguistiques, 2. Toutes les communautés raciales, et nous allons nous retrouver au niveau du monde un idéal. Ce ne serait pas possible parce que la passion est toujours là, mais l'idéal de paix, l'idéal de stabilité, l'idéal de sécurité. L'identité de l'homme elle-même, elle se passe sur son corps. Et les particularités aussi se lisent sur le corps. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Il y a l'abandon des pratiques traditionnelles de plus en plus. Il y a une uniformisation, par exemple, de l'homo nigericus. Aujourd'hui, quand je prends les femmes nigériennes qui se dépigmentent, c'est vrai qu'il y a un fondement culturel à cela. On a pensé qu'elles imitaient les Européennes ou en tout cas les femmes blanches. Et je crois qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus solide que ça. Ça vient de l'homme sahélien qui cherche toujours ce teint café au lait que nous avons cherché et dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc, je crois que si elles se dépigmentent sans le savoir, ça a une origine là-bas. Mais il faut les conscientiser pour qu'elles arrêtent. Les mèches qu'elles portent, moi je me souviens quand nous étions gosses, nos mamans, elles avaient ce qu'on appelle doré. Elles mettaient ça parce qu'on mettait en valeur les cheveux de la dame. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de mortification du corps, surtout le corps féminin. Le corps masculin, ça va. On le cultive plutôt à travers l'haltérophilie. Regardez tous ces gosses, c'est vrai que c'est destiné à autre chose. C'est destiné plutôt à l'agression, à l'autodéfense, etc. Mais là, il y a plus ce qu'on appelle la culture du corps que la mortification du corps chez les jeunes garçons. Et je crois qu'il y a une sorte de modélisation qui est en train de se passer chez nous, ce qui fait que ce corps, justement, n'est plus le corps tel qu'il doit être, mais un corps tel qu'on veut qu'il soit. Parce qu'entre le corps naturel, quand vous venez avec une déformation, ce que nous appelons une déformation, par exemple, ce n'est pas une déformation. La nature est libre de procéder à des essais. L'homme procède à des essais, par exemple, sur le corps humain. Mais pourquoi la nature, elle ne peut pas procéder? Je fais de la science-fiction. Demain, peut-être, il est possible que la nature enfante, entre guillemets, un homme à deux têtes. Mais elle a le droit. Et pourquoi nous créons des chimères? Dans les films de science-fiction ou dans certains dessins animés, vous le voyez. Ça, c'est du futurisme, pour ainsi dire. Et donc, si l'homme peut procéder à des essais,
la nature a le droit aussi de procéder à des essais. Mais de plus en plus, on veut, si vous voyez le tatouage sur le corps des sportifs, etc. En fait, on veut avoir un corps tel qu'on veut qu'il soit et non tel qu'il doit être. C'est ça. Oui, c'est vraiment un chemin vers l'idéal de paix et ce qu'on trouve dans certains pays. Par exemple, tout récemment au Burkina, on sait qu'ils ont fait appel aux chefs traditionnels, les chefs coutumiers et religieux qui ont joué un rôle très très important. Et ces chefs religieux, dans certains pays comme le Bénin, on sait que la religion vaudou, c'était très important. Mais ici, au Niger, on n'a pas cette organisation, notamment au niveau de ces religions de terroir, ne sont pas assez organisées. Et aussi, on n'a pas cette dynamique interne qui en tout cas, de porte-voix pour la paix, la tolérance, en tout cas qui ne sont pas instrumentalisés, qui viennent vraiment des fondements de nos cultures. Il y a un véritable problème là. Je crois que l'ignorance aidant. L'ignorance aidant, beaucoup de Nigériens ne savent pas, par exemple, le rôle que, par exemple, les religions du type terroir peuvent jouer dans la recherche de la paix, dans la recherche de la stabilité, mais aussi dans le progrès. Moi, j'évite le mot développement parce que je ne sais pas à quoi ça renvoie, mais le progrès, parce que le progrès, au moins je peux dire, j'étais à un stade temps et je me suis retrouvé à un stade temps, que ça soit dans le sens régressif ou dans le sens progressif. Et donc, à mon avis, on doit pouvoir se tolérer davantage. Et la religion musulmane et ce culte du terroir nous donnent des exemples. Je viens de parler tout à l'heure des Gandhikware qui sont des musulmans. Mais la figure d'un génie, appelons-le comme ça, tel que Al-Faga, Oumal Al-Haji, et même les instruments cultuels. C'est un chapelet, c'est un turban, c'est la peau de prière, non, mais il a même la gourde qui contient l'encre du savant. Mais si c'est toléré là-bas, et que de l'autre côté, c'est vrai que les salafistes ou les Ahl Sunna diront que c'est du shirk. Et je crois qu'on peut l'appeler une tolérance. C'est-à-dire la tolérance au sens fort du mot, pas au sens où je regarde l'autre en face de moi dans sa différence et cette différence ne me fortifie pas. Mais non, la tolérance au sens fort du mot qui consiste à dire il est différent de moi, mais qu'est-ce que sa différence peut m'ajouter moi en termes de quelque chose de positif. Donc, si des marabouts à l'époque faisaient appel à quelques préceptes tirés de ces religions du terroir pour s'en sortir, et que eux aussi, je vais dire ce qu'on appelle communément les charlatans, des termes que je n'aime pas, je préfère les appeler peut-être les mages ou les prêtres du culte traditionnel, s'ils font référence par exemple à la religion musulmane, pour encore une fois de plus réussir dans leur entreprise, je ne vois pas d'inconvénient. Et à cela d'ailleurs le grand empereur Soni Alibert nous donne une leçon. Il n'a jamais renié, en tout cas il ne les a pas pourchassés. C'est vrai qu'il a pourchassé les radicaux, mais il n'a jamais aussi, je vais dire, interdit la pratique de l'islam. Il le faisait quand lui-même personnellement, il le faisait quand il a le temps, disait-il. Quand il n'a pas le temps, il ne le faisait pas. Mais ça, c'est encore une question de se tolérer. Et donc, le rôle qu'on ne sent pas aujourd'hui, je crois qu'il faudrait chercher ça dans le sens de la corruption au sens aristotélicien du mot. Pas dans le sens où on entend le mot corruption aujourd'hui. Mais je vais dire dans l'effritement même de l'organisation. Et au niveau des animateurs principaux. Je crois que de ce point de vue, le multipartisme chez nous a introduit une donnée négative qui consiste plutôt à faire en sorte que les intérêts particuliers priment sur les intérêts généraux. Je donne un exemple. À l'époque, les cultes se faisaient de manière collective. Nous savons tout, en tout cas moi je sais, si toi tu ne sais pas, moi je le sais, il y a toujours une grotte, un arbre, une mare, une colline, où chaque année, il y a un culte collectif qui se fait pour le bien-être de tout le monde. Mais à côté, il y a le culte individuel. Ça, c'est votre affaire. Mais ce culte collectif, que nous retrouvons d'ailleurs même en islam, puisque le vendredi,
Oui, le vendredi. Le vendredi. La Kadriya, la Tijaniya, à travers la célébration du Mouloud, où vous avez aujourd'hui... Collectif et individuel. Voilà. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est plus lié au manque de confiance que les gens ont vis-à-vis des acteurs principaux. Et je crois que le comportement aussi de ces acteurs principaux font que les gens s'éloignent de plus en plus d'eux. On ne croit plus en eux. Au Sénégal, par exemple, il fait un moment où il y a ce qu'ils appellent le digem, c'est-à-dire la consigne. Quand un chèque sort pour donner une consigne, tous ces talibés s'alignent. Mais c'est en termes de sécurité. Aujourd'hui, aucun calife général, aucun calife ne peut sortir pour dire, par exemple, à ces talibés, je vous donne l'ordre de faire ceci pour qu'ils le respectent. Non. Et donc, c'est un phénomène, je crois, lié au temps. Peut-être que nous allons revenir à ces fondamentaux si nous réfléchissons, mais il fait un moment dans ce pays où quand un chef traditionnel parle, c'est fini. Personne n'ose remettre ça en cause. Mais aujourd'hui, quand un chef traditionnel parle, compte tenu du fait qu'on sait les conditions dans lesquelles il est arrivé sur le trône, on sait comment il a fait, je vais dire des choses, des bassesses. On sait l'argent qu'il a utilisé. On sait aussi quelque part, je m'en excuse, on sait quelque part qu'il n'a pas hérité, qu'il a usurpé, mais personne ne peut le respecter. Ce n'est pas le choix de ces gens. Lorsqu'il s'agit d'un choix fait par les gens, même si c'est d'une voix, on a vu des chefs traditionnels qui ont régné pendant des années, mais qui ont battu leur adversaire d'une voix et dans la tranquillité. Donc ce n'est pas de la contestation du rôle de la chefferie traditionnelle ou de ces cultes traditionnels, c'est plutôt la contestation des acteurs. C'est une question de légitimité. Absolument, de légitimité, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de légitimité. Il y a la légalité, mais il n'y a pas de légitimité. Et donc, il va falloir peut-être que nous assainissions de ce côté aussi ce que nous avons, si nous voulons un temps soit peu participer à la paix, à la stabilité et au progrès de notre pays. Ça ne sert à rien de tricher avec soi-même et de tricher avec tout un peuple. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, raisonnablement, vous êtes battu. À l'époque, c'était comme ça. Je suis battu d'une voix, mais je redeviens villageois comme tout le monde. Et puis, c'est l'intérêt de ma communauté que je vois. Un chef de canton qui est battu d'une voix, il ne va pas prendre les armes pour dire qu'il va faire la guerre à l'autre. En tout cas, à un certain moment. Même si, bon, dans une époque beaucoup plus reculée, les gens prenaient leur arc et ils disent à leurs partisans, on s'en va créer notre communauté ailleurs. Plutôt que de rester là et créer, excusez-moi, la chenille. Ils s'en vont ailleurs pour créer leur principauté. Il va régner tranquillement de ce côté. Je ne dis pas aujourd'hui que nous quittions le Niger pour laisser ça aux terroristes. Non, il nous appartient aujourd'hui de réactiver ces chefferies traditionnelles sans l'aspect, je vais dire, dominateur. Merci, professeur, très intéressant. Et parmi vos publications, les livres, Lougou et Saraounia. Oui, en coédition, ce n'est pas moi seul. Nous sommes 4 auteurs, 2 françaises et un autre Nigérien et moi. Boris Amo, le Nigérien qui était un enseignant, qui est un enseignant à la retraite. Et les 2 Françaises, c'est Marie-Françoise Roy-Coste, qui est professeure de mathématiques. Elle a l'habitude de passer ici. Et l'autre, c'est Nicole Moulin qui était à Lougou au moment où l'actuel Saraounia Al-Jimma a été désigné par Tarkama. Donc nous avons voulu, dans un premier temps, dans le cadre d'une association qu'on appelle Tarbiya Tattali, qui a relation donc ici à Rennes, nous avons voulu écrire quelque chose autour de Lougou. La culture de Lougou, c'est-à-dire la culture des Nkassa, ce qu'on appelle les Azna de Lougou, l'histoire vue de 2 côtés. Jusqu'ici, on ne connaît l'histoire que celle qui a été racontée par les Français. Nous avons un ami qui s'appelle Yvon Leja, qui est allé aux Archives nationales de France. Il a vu pratiquement les journaux de la marche, le journal de marche de la mission qu'on appelle les Chanoines. Nous avons décortiqué ce qu'ils écrivaient au jour le jour, depuis Djundju jusqu'à pratiquement Mejergui. Nous avons élagué et nous avons retenu ce qu'ils ont écrit eux-mêmes sur Lougou pour mettre ça à la disposition du public. Et en face, nous avons aussi recueilli la tradition orale telle qu'elle se raconte, parce que les visions ne sont pas les mêmes. Les visions ne sont pas les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes.
quand eux, ils considèrent que Sarauniya est une vieille sorcière, mais nous, chez nous, Sarauniya n'est pas une vieille sorcière, elle est plutôt une reine comme toute autre reine. Ça, c'est un. Donc, culture, histoire et les actions de développement qu'il faudrait faire pour réhabiliter un village qui a perdu de sa notoriété, qui a perdu pratiquement toute sa population suite à un accident de l'histoire. C'est-à-dire cette rencontre entre les Français et cette communauté Azna n'a pas été du tout, je vais dire, belle. Et donc, il fallait que nous fassions quelques activités. Nous avons, par exemple, restauré le coton. Les femmes ont commencé non seulement à filer le coton, mais aussi à tisser elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que Louga a un château d'eau, donc de l'eau potable, parce que c'est l'absence d'eau qui a fait partir les gens. Il y a une école, un internat, à un certain moment, je ne sais plus si l'internat existe ou s'il n'existe pas, mais il y avait un internat pour jeunes filles, tout ça à cause des actions de Tarbiyat Tali. Mieux que ça, les actions de Tarbiyat Tali se sont étendues pratiquement sur l'ensemble de la commune d'Ankassari. Et avec des débordements sur la commune de Matankari. Ça, c'est l'objectif qui était visé en produisant ce livre sur Sarauniya. Et je suis peut-être heureux de dire cela parce que beaucoup de Nigériens pensaient qu'il n'y a eu qu'une seule Sarauniya, Mangou. Et qu'il n'y a pas eu une avant elle et il n'y a pas eu d'autres après elle. Ben, je signale qu'en ce moment, nous avons une Sarauniya qui est là-bas qui s'appelle Algema. Et Mangou n'était que la 9e. La première, c'est Akassa. Je peux le citer de mémoire, ça n'y a pas de problème. Parce que depuis enfant, en bourse, on nous apprenait à les citer. Donc, il y a eu 16 Sarauniya. Non, il y a eu 17. Mais nous avons retenu 16. Je ne dirai jamais les raisons pour lesquelles nous n'avons pas retenu l'autre. Voilà. Ces actions ont été versées soit sur la précédente, soit sur celle qui a suivi. En tout cas, elle, nous l'avons biffé. Pourquoi? Non. Permets-moi de respecter le secret du chercheur. Oui. Alors, maintenant, c'est bien d'entendre la valorisation de ce patrimoine, mais est-ce qu'il y a des pèlerinages comme on voit ailleurs? Dans le cas de Vaudou, les gens vont au pèlerinage. Est-ce qu'il y a des pèlerinages Lougou? Non, en termes de Lougou en tant que tel, non. Mais je vous assure que chaque mercredi et chaque jeudi, il y a quelque chose. D'accord. Il y a quelque part où les gens se rendent. Chaque mercredi et chaque dimanche. C'est à Tunguma. Même si les gens ont dit qu'on nous a volé ça. Qui a dit qu'on a volé ça? C'est des histoires. On a volé une pierre. Est-ce que si on vole ton cheval, c'est toi qu'on a volé? Non. Alors, et donc, on a volé, on a concassé, on a fait tout ce qu'on veut d'une pierre. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois. La chose a été connue parce qu'avec les réseaux sociaux et la montée de l'islamisme qui est contre ça, on a voulu tourner ça en dérision. Nos cousins à plaisanterie s'y sont mis. Alors donc partout c'est arrivé, mais ce n'est pas la première fois, c'est la 4e fois. Ensuite, on ne connaît pas exactement la signification. La pierre, ce n'est pas elle qui est Tunguma. C'est le locataire qui est Tunguma. Le symbole. Chaque mercredi ou dimanche, c'est le magaji qui anime. Les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a 5 pierres autour de ça. Et je reviendrai sur ces 5 pierres-là. Il y a 5 pierres et il y a toujours une qui est centrale, celle qui est animée par Magaji quand il vient avec une eau dans une gourde en calebassier. Et c'est à ce moment que les porteurs viennent avec tout le rituel que nous connaissons, qui prennent la pierre et puis après on demande. Tunguma, bon, ça va. Alors donc, on essaie de voir si c'est bon, on teste. Si c'est bon, on l'appelle. Il vient, on fait le test et puis après, maintenant, commencent les interrogatoires ou les interrogations. Évidemment, ce n'est pas un langage articulé. C'est avancer ou reculer. Quand c'est positif, on avance. Quand c'est négatif, on recule. Et ça, c'est à l'assistance de juger. Les 5 pierres dont j'ai parlé, ça, les Nigériens ne le savent pas parce qu'on a éloigné les Nigériens de ces choses-là. Il y a une périodicité où le locataire de la pierre
migre vers une autre. Et donc les 4 autres sont juste des pierres comme n'importe quelle autre pierre. Mais il y a le locataire, il se déplace. Nous avons une périodicité, nous la connaissons. Et c'est cette périodicité qui est arrivée. Et les gens ont interprété. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu Baoura s'immiscer dans ça. Mais ça ne le regardait pas. Et je le dis clairement. Parce que Baoura, il est en 4e position de l'ordre de préséance là-bas. Nous avons Saraounia. Après Saraounia, c'est Magaji Gougui. Après Magaji Gougui, c'est Magaji Lougou. Après Magaji Lougou vient Baoura. En 4e position de l'ordre de préséance. Et donc, c'est une question de temps. Cette pierre qui a été concassée, nous le savons parce que nous savons cela à travers un des prêtres en général. Il y a toujours un qui commence à sortir au moment où le temps arrive, qui commence à sortir du droit chemin. Et ça, nous savons que cette fois-ci, il y aura migration de Tunguma vers un autre support. Et ça avait coïncidé, j'avais même attiré leur attention en leur disant attention, il y a un tel, je ne vous citerai pas son nom, il y a un tel qui est en train de dévier. Et ça, avec Magaji, et on a dit dans ce cas, quelque chose qui va se passer. Et nous avons été surpris, nous, quand il y a eu ce tollé-là, en disant on a volé Tunguma, on a volé Tunguma. Non, c'est une question de croyance, encore une fois de plus. Nous ne disons à personne de croire en ce en quoi nous croyons, qu'on nous laisse croire en ce en quoi nous croyons. Et donc Tunguma est là. Tunguma est là, et Tunguma éternellement. Voilà, éternellement. Donc c'est très important de faire connaître ça aux Nigériens et de valoriser ça parce que c'est un patrimoine très important. Bon, en fait, qu'est-ce qui fait que nous ne faisons pas du prosélytisme Voilà une des grandes différences, par exemple. L'individu, il est dans un culte collectif. Ceux qui adhèrent, ceux qui n'adhèrent pas, ils sont libres de ne pas adhérer. On ne contraint personne. La preuve, à Lougou, aujourd'hui, il y a une mosquée. À Lougou. Donc il y a une ouverture aussi. Il y a une ouverture. On n'a jamais été fermé. On n'a jamais été fermé. Il y a une mosquée à Lougou. Les musulmans de Lougou prient. Ceux qui ne veulent pas prier, bon, c'est leur affaire. Voilà. Moi, il m'arrive de prier. Très intéressant. Alors, toujours dans les ouvrages, l'ouvrage pour connaître Boubou Hamma, un homme de culture nigérienne. Donc, vous avez... Ce livre est plutôt une transcription des journaux de réflexion sur l'œuvre de Boubou Hamma, organisée à l'époque, je crois, conjointement par le ministère de la Culture, ici au Palais de Congrès de Niamey. Nous avons passé 2 jours en train de réfléchir sur l'œuvre de Boubou Hamma en 1989. Et Jean-Dominique Penel avait récupéré, parce que le professeur André Salifou a fait enregistrer. Ce n'était pas un colloque, c'était juste une espèce d'échange libre. Chacun peut prendre la parole. Il y a une introduction. La première introduction sur Boubou Hamma, l'homme de lettres, cette introduction a été faite par Fatoumata Munkaila. Et l'homme politique a été introduit par André Salifou. Et donc les discussions étaient vraiment ouvertes, sans aucune forme de formalisme, etc. Chacun prenait la parole tel qu'il voulait. Moi, j'ai transcrit. J'ai transcrit le document audio en document écrit. J'ai envoyé à chacun, tous les acteurs qui ont parlé, je leur ai envoyé le texte. Chacun n'a qu'à corriger ou ajouter ou retrancher ce qu'il veut faire. Sauf le professeur André Salifou. Il m'en a voulu d'ailleurs. Il a dit que je suis coupable Mais lui, c'était parce que il était injoignable à un certain moment. Donc, lui, il n'a pas corrigé ce qu'il a dit. Mais comme on avait son texte, il écrivait rarement, mais on avait les grandes lignes de son texte que j'ai réussi à lui arracher d'ailleurs au moment où on quittait la salle définitivement. Donc, j'ai réussi à lui arracher ça. Et donc, on a transcrit. Et puis, Jules Delaya et Jean-Dominique Penel ont édité ce texte-là. Moi, mon travail a été de saisir. Après l'avoir transcrit, j'ai saisi sur mon ordinateur, je leur ai envoyé, chacun a corrigé. C'est vrai que j'étais participant aussi de ce colloque. Donc, c'est juste un texte fruit
de 2 jours de réflexion sur l'œuvre de Boubou Hamma. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une coédition. C'est une coédition. C'était très intéressant alors, parce que aussi au départ, tu parlais des travaux que tu fais sur les grands penseurs sénégalais, tout ça. J'ai trouvé que c'est aussi très intéressant oui, ce travail sur vous. Parce qu'en ce moment, je mets par exemple des étudiants en master autour de la pensée de Maliksi, Alhaji Maliksi, autour de la pensée de Cheikh Ibrahim Agnès, autour de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, autour de la pensée du Layen. Bon, ça donne ce que ça donne. J'ai un obstacle majeur parce qu'on ne badine pas avec la langue lorsque on veut faire un travail scientifique. Quand on ne maîtrise pas une langue, il ne faut pas s'aventurer dans ce sens-là. Donc, j'ai cet obstacle, je ne maîtrise pas fondamentalement la langue Wolof. Je comprends, mais je ne la maîtrise pas. Au point de produire un travail, je vais dire académique, autour d'un texte qui a été écrit en Wolofal, ce qu'on appelle Ajami. En Wolofal, je ne peux pas l'exploiter. Et donc, je suis handicapé de ce côté-là. Mais si c'est un texte en Hausa ou en Songhai, mais ça, j'en fais mon affaire. Je n'ai pas besoin d'un traducteur qui va me tromper, etc. Donc, il y a cela. Et ce que nous faisons de plus en plus aussi au département de philosophie, c'est travailler sur les textes qui ont été produits par nos aînés. Nous avons des étudiants autour de la pensée du professeur Djibril Sam, des professeurs plutôt Djibril Sam, Ablaye Liman Khan, Suleiman Bachir Diagne, Semou Pathé Gueye, Mamoussé Diagne, etc. Donc, nous avons orienté en termes de philosophie africaine nos étudiants à travailler sur les œuvres de ces philosophes sénégalais africains. Ça, c'est très intéressant. C'est ça qu'il faut faire. Très intéressant. Ce qui nous amène au principe de la bonne gouvernance chez Al-Madjeli. Là, je suis parti simplement pour montrer aux Nigériens, parce que ce texte s'adressait beaucoup plus aux Nigériens. Aux Nigériens que quelque part, Al-Madjeli avait donné des préceptes de bonne gouvernance qui ont servi d'abord à l'empereur Askia Mohamed. Et ces mêmes principes s'étaient retrouvés chez quelqu'un comme Ousmane Danfodio. Et ces mêmes principes s'étaient retrouvés chez quelqu'un comme Sardona Amadou Bello, qui était le premier ministre de l'État du Nord. Aujourd'hui, rien ne peut se faire au Nigeria, en tout cas au Nord, y compris au Niger d'ailleurs, sans se référer à Sa Amadou Bello. Et lui, il était imbu de ces principes-là. Que disait Al-Madjeli à Askia, qui lui avait envoyé une lettre? Il lui disait, sache que tu n'es qu'un berger devant le troupeau que ton Seigneur a choisi parmi 1000 autres pour conduire son troupeau. Oui, c'est ça. Tu n'es pas le propriétaire du troupeau, tu n'es qu'un berger. Or, quel est le rôle du berger? Nous sommes au Niger, un pays à vocation pastorale, par excellence, parce que même ceux qui disent qu'ils sont agriculteurs, mais ils ont peut-être une poule, un mouton, une chèvre, un bœuf quelque part qu'ils élèvent ou un cheval. Le rôle du berger, c'est quoi? Le matin, en se réveillant, regardez le comportement des Peuls. Le matin, en se réveillant, c'est de faire le tour de l'enclos pour voir si une vache ou un taureau n'est pas malade. S'il est malade, il va le soigner avec les moyens traditionnels qui sont les siens. Mais c'est ça un bon dirigeant. Le matin, tu dois demander est-ce que le pays va bien. Une fois que tu t'es assuré, ou que le berger s'est assuré de la bonne santé de son troupeau, maintenant il va le conduire à la mare pour l'abreuver. Et le berger Peul ne se met pas derrière, il se met devant, il montre l'exemple. Le bâton du berger Peul, ce n'est pas pour taper, non, c'est pour juste intimider. Donc la justice, parce que c'est ça la justice, la justice c'est pour encadrer, c'est pas pour frapper, c'est pour dissuader. Si une vache veut sortir, machin, il soulève. Et je vous mets au défi de toucher à une de ces vaches. Je crois que le bâton qui n'a pas asséné à la vache, c'est sur vous qu'il va le faire. Parce qu'il dit, c'est une vie. Une fois donc qu'il les amène, il est le premier d'abord à regarder est-ce que cette eau-là n'est pas empoisonnée. Il va d'abord boire ou il va bien regarder s'il n'a pas soif. Il va bien regarder d'abord est-ce qu'il n'y a pas une plante quelque part qui serait porteuse d'un poison et qui a infecté la mare. S'il constate cela, il éloigne son troupeau. Même si le troupeau insiste, il va refuser. Ça veut dire qu'il prend soin de son... Ensuite, après la mare ou le puits, il va au pâturage. Et il sait où se trouve la bonne herbe.
Mais c'est ça qu'on demande à nos dirigeants, vis-à-vis de leur peuple. Et l'image qui a été prise, de berger qui a été prise par Al-Meghili, elle a été prise sciemment. Alors, s'il arrive par exemple pour traverser un cours d'eau, si c'est le fleuve, mais le berger ne sait pas, il se met devant. C'est vrai, arrivé au centre, maintenant que tout le troupeau est dedans, il se met au milieu et il se fait aider par un taureau ou par une vache pour traverser, etc. C'est ça. Donc, ce texte existe de Al-Meghili. Ce texte, et Al-Meghili était d'abord passé au Bornou. Ensuite, il a aidé Serki Roufa de Kano à faire les réformes qui ont fait de Kano ce que Kano est aujourd'hui. C'est Al-Meghili. Il est passé au Katsina. C'est du Katsina qu'il est venu à Gao. Il a aidé Askia Mohamed parce qu'Askia voulait savoir comment il faudrait diriger un empire qui a adopté la religion musulmane comme religion d'État. Et Al-Meghili était resté son conseiller de ce point de vue-là. Et je crois que nous avons eu des prolongements à partir de Khalifa Songoï, parce que vous savez que Askia Mohamed était considéré comme étant le 11e calife de l'islam. Donc à partir du Khalifa Songoï, nous avons eu beaucoup plus tard d'autres théocraties telles que le Massina actuellement, qui fait face à ces histoires de terrorisme, etc. Nous avons eu la théocratie du Fouta Toro, la théocratie du Fouta Djallon, à côté de l'empire du Bornou, l'empire de Sokoto, etc. Donc c'est la suite logique. Aujourd'hui, si nous voulons avoir des principes de bonne gouvernance, il faudrait que nous répartions là-bas. Et il faudrait, encore une fois de plus, que nous relisions les classiques. Quelqu'un, dans les aphorismes de Al-Farabi, pour ne parler que de lui. Mais il cherche, je l'ai dit tout à l'heure, le roi vertueux, le régime vertueux. C'est dans le sens de Al-Meghili. Parce que dire quel type de régime il faut à tel peuple, c'est chercher un régime vertueux. Quelqu'un comme Ibn Khaldoun, dans son Al-Muqaddima, mais il nous fait la typologie des régimes. Voici ce que je pense, voici ce qui est adopté. À vous de prendre et d'en faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Mais pourquoi, bon Dieu, on ne cherche pas de ce côté? Al-Meghili, avec son contemporain Al-Souyiti, je crois qu'il a donné naissance à la Sanoussi en Libye. En Libye est d'une grande importance aujourd'hui pour nous dans cet espace sahélien qui est le nôtre et particulièrement dans l'espace nigérien. Nous ne pouvons rien faire puisqu'il est passé par le Bornou, il est venu dans les États cités Aoussa et il est allé au Songoï. C'est ça au fond. Donc il a fait le tour de ce que nous sommes aujourd'hui au Niger. Peut-être qu'il n'a pas connu les Touaregs, la Confédération, mais qu'on n'oublie pas, il ne faut pas oublier qu'il est algérien. Qu'il est algérien, Touat. Alors, donc, un Algérien, c'est-à-dire, je vais dire un Imazik, pratiquement, qui fait le tour en donnant des préceptes de bonne gouvernance à nos monarques, je crois que vraiment, notre référence, elle est là. Mais on préfère toujours aller chercher, je ne sais pas, Rousseau, Diderot, je ne sais plus qui. Mais ceux-là, ils nous parlent mieux que ces gens-là. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que dans le passé, on a des références, comme aussi la charte de Kouroukan Fouga aussi, il y a des éléments de tolérance, de règlement de conflits auxquels on ne peut pas souvent référer. Il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle le serment des chasseurs du Mandé, qui ont fait le serment de libérer, par exemple, le Mandé et du Djoug, de la dictature de Soumangourou Kanté, ou Soumaoro Kanté, c'est selon l'appellation. Et il y a cette fois-ci l'organisation elle-même, avec l'instauration, je donne juste cet exemple, de ce qu'on appelle la Sanakouna, c'est-à-dire la parenté plaisante, ou un mode de règlement de conflit. L'organisation, je vais dire, politique de l'Empire lui-même, c'est à partir de la charte de Kouroukan Fouga en 1235-1236. Mais le serment des chasseurs du Mandé, c'est en 1222. Ils ont juré, et voilà ce qui a servi de levain, sans peut-être le savoir, au père des indépendances africaines. Lorsque quelqu'un comme Senghor, qu'on le veuille ou pas, écrit 4 tomes d'un livre qui s'appelle Liberté, Liberté 1, Liberté 2, Liberté 3, Liberté 4, c'est dans le sens du serment des chasseurs du Mandé. Le régime de Modibo Keïta au Soudan, qui est devenu Mali après, s'était sérieusement appuyé sur l'esprit de ce serment des chasseurs du Mandé. Et dans l'article 7
de ce serment, le dernier, l'engagement, le serment qu'ils ont prêté, c'est de dire que l'homme en tant que chair, je sais de mémoire, en tant que chair et os, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais en tant qu'âme, il se nourrit de liberté. Son esprit se nourrit de liberté. C'est quoi la liberté? C'est voir qui il a envie de voir. Donc la liberté de circulation. C'est dire ce qu'il a envie de dire. La liberté d'expression. C'est faire ce qu'il a envie de faire. C'est la liberté d'action. Et c'est ça la dignité. La dignité, c'est la liberté. Et quand quelqu'un comme Sékou Touré avait dit la chose suivante, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage. Mais l'article 6, les articles 6 et 7 de ce serment des chasseurs du Mandé le dit expressément. La faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas une bonne chose. C'est là qu'il a puisé cela. Sankara, tout récemment, ça c'est pas loin. Sankara s'inspirait, Nkrumah dans son autobiographie, s'inspirait clairement de ce serment des chasseurs du Mandé. Et ensuite, il y a eu l'organisation qui a donné une sorte de symbiose telle que j'en parlais tout à l'heure, à propos par exemple du Panthéon Songhai, une sorte de symbiose entre les patronymes d'abord, entre les Keita, enfin le Konaté, les Keita, les Diarra, les Traoré, les Koulibaly, etc. Donc une symbiose qui a fait l'unité du peuple mandingue. Ça, c'est une référence pour nous. C'est vrai que la parenté à plaisanterie, et je voudrais un peu insister là-dessus, on ne s'en rend pas compte. On pense que quand les Nations Unies ont introduit la notion de résolution de conflits, on pense que c'est une trouvaille. Mais non. Je prends un triangle quelconque. Je prends Touareg, Gobir, Songhai. Nous avons un triangle de parenté à plaisanterie. Aucun n'est pas l'autre. Lorsqu'un Soaraï et un Targui ont problème, quand un Bogobri vient, il s'interpose. Force d'interposition. Ils auront honte. Inversement, un Soaraï et un Bogobri qui se battent, un Touareg va venir et dire qu'est-ce que c'est quoi ça? Si vous ne pouvez pas, faites-le pour moi. Si un Bagobri et un Touareg sont de la même situation, la même chose entre les Maoris, les Peuls et les Kanouris, c'est le triangle parfait aussi. Et il y en a en pagaille comme ça. Donc, la notion de force d'interposition, telle que les Nations Unies sont en train de la théoriser, et nous n'avons pas attendu ça, chez nous, c'est depuis 1235, 1236. Nous avons ça. Force d'interposition, résolution de conflits à travers le dialogue, à travers la rhétorique, sous l'arbre à la palabre, même si pour caricaturer, certains disent que c'est toujours l'argument de la femme qui est prépondérant de l'autre côté, ce qui n'est pas mauvais, au fond. Parce que si chacun a une femme qui peut développer une rhétorique au point où tu l'emportes le lendemain à la place publique, ben c'est une très bonne chose, pourvu simplement qu'il n'y ait pas de... Donc, ce que aussi les Nations Unies appellent assistance. Mais la parenté à plaisanterie, c'est cela d'abord. La parenté à plaisanterie, ce n'est pas chambrer l'autre, non. C'est une question d'assistance. Je suis en difficulté. Je me déplace pour aller vers mon parent à plaisanterie. Il a obligation de me recevoir et de m'assister jusqu'à la fin. Tout à fait. Il a même l'obligation de me prêter un champ. En cas, par exemple, de sécheresse ou de... Non seulement, et ça, là où ça fonctionne, c'est en Casamance. En Casamance, quand votre parent à plaisanterie a des problèmes, c'est nuitamment qu'on vient lui déposer, par exemple, un sac de riz devant sa porte. Il ne saura pas qui a fait ça. Parce que lui aussi est tenu de faire la même chose lorsque quelqu'un d'autre est en difficulté. C'est vrai que la pauvreté aidera aujourd'hui. Quand vous plaisantez avec quelqu'un, quand il a faim, il ne va pas supporter ça. Mais c'est à nous de réfléchir. Nos aïeux ont réfléchi sur des mécanismes à leur temps de résolution de conflits. À nous de savoir comment il faudrait réarticuler tout cela. Surtout que la parenté à plaisanterie n'est pas fermée. C'est un processus qui est ouvert. On sait que la chose a commencé dans la cellule familiale, entre ce qu'on appelle les enfants de femmes et les enfants d'hommes, entre les petits-fils et les grands-parents. Ça a débordé, ça a pris le cadre des ethnonymes. Donc les noms, nous ici nous n'avons plus, les noms de famille. Ensuite, c'est allé interethnique. Ça a transcendé interethnie, c'est devenu maintenant entre les catégories socio-professionnelles.
Parce qu'entre les bouchers et les chasseurs, il y en a. Entre les forgerons et les barbiers, il y en a. Entre les marabouts et les moi, j'aime pas tellement, et les imams, ça comme ça, il y en a. Et donc, c'est ouvert. Oui, c'est Mais ouvert. mieux que ça, je connais par exemple des ouvertures. On profite d'un parent à plaisanterie ou d'une proximité pour blaguer avec son parent à plaisanterie. Oui. Et donc, tout ça c'est ouvert, de telle sorte qu'elle se crée, elle se recrée, elle s'ouvre davantage dans la réalité, peut-être sans aller avec l'esprit. C'est ça. Mais il nous faut inculquer cet esprit-là aujourd'hui, Oui. en faisant comprendre aux Nigériens que ça s'ouvre, c'est une nécessité. Il faut que cette solidarité, cet esprit d'entraide, maintenant, prenne nos esprits et que nous fonctionnons avec ça. Je crois que tu es déjà... tu as conclu par ça, parce que je voulais qu'on parle un peu du chercheur africain face à la notion de secret. Oui, c'est ce Mais que je te disais tout à l'heure. Quand tu voulais que je te dise pourquoi, Voilà, c'est ça. c'est là. C'est-à-dire que Voilà. là, je suis parti sur la base d'une discussion que j'ai eue avec Gul Delaya et Jean Rouche ici au CELTO. Où lorsque le secret porte atteinte à l'âme d'une communauté, il vaudrait mieux ne pas le dire. Mais si c'est un secret qui consiste à soigner une morsure d'un serpent ou une piqûre d'un scorpion, non, ça c'est pas un secret, il faut le dire. Mais lorsque le secret porte atteinte à l'âme d'une communauté, il ne faut pas en parler. Moi j'ai toujours eu des difficultés entre la publicité de la science et cette notion de secret. C'est ça. Je donne un exemple. Si tu travailles sur la sorcellerie, si tu travailles sur ça, est-ce que tu as le droit de dire que un tel, toi chercheur, un tel là c'est un sorcier? Ou une telle c'est une sorcière? Et pourtant si tu ne le dis pas, on ne te croit pas. Voilà le problème. C'est ça. Ou bien lorsque par exemple toute une communauté a son secret et que c'est ce secret-là qui fait que ça existe, et pourquoi le dire? Je viens de dire que nous avons mis de côté un nom parmi les reines. Pourquoi? Je ne peux pas le dire. Mais il y a mieux que ça. Nous avons déconstruit dans le texte Lougou et Saraounia. Personnellement, moi, j'ai déconstruit une image de la Saraounia Mangou que les gens avaient. On l'a fait, et ça c'est Mamani. Il l'a fait passer pour une jeune fille qui est en activité sexuelle. D'abord, l'habit blanc de la Saraounia ne lui permet pas d'avoir ce qu'on appelle les règles. Non, 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 il faut la ménopause pour être Saraounia. Et tous les Asna l'appellent Sohua, la vénérable. Mais alors, pourquoi il va la présenter comme jeune fille? C'est une construction qu'il a fait. Ensuite, il présente Saraounia Mangou comme une guerrière aux armes à la main. Non, elle n'avait que sa quenouille. Au moment où les affrontements se faisaient, elle était venue dans un espace, elle priait. Mais c'était les hommes qui étaient de l'autre côté. Oh, j'entends souvent nos parents plaisanter. Coup de Seyde Matouté. Qui a dit? Est-ce que c'est la Saraounia seule qui avait des armes en main? C'est tous les chasseurs de la région qui avaient convergé là-bas. Lougou n'avait pas 2000 personnes à l'époque comme habitants, mais il y a eu plus de 10 000 personnes là-bas. C'est tous les habitants, depuis, forcément d'ailleurs, on a dit ça, mais c'était les chasseurs, que ce soit Maori, que ce soit Goubé, que ce soit Kourfayawa, que ce soit Gobirawa, que ce soit Zarma, qui ont convergé là-bas pour défendre Lougou. Mais ce n'était pas elle. Encore que, là aussi, il y a un petit secret que j'étais. Nous savons qui a fait quoi. D'accord, ça, je ne te demanderai pas ça. Et donc, merci beaucoup. Parce qu'on a dit qu'elle était guerrière, elle est ceci, elle est cela. Mais ce n'était même pas à sa période que ça s'est passé. Ah bon? C'est une autre. Okay, mais je ne dirai pas qui. D'accord. Mais je ne te le demanderai pas. Et ça reste le secret. Pourquoi lui, il a fait ça? Pourquoi Mamani a fait ça? Mamani a retenu le nom de Mangou. Parce que ça lui rappelle le manga. Et les noms des 15 autres, il les a pas. Non, oui, de 14 autres, parce que c'était à l'époque de Gado qu'il était parti là-bas. Il y a la première, elle s'appelle Akassa. La deuxième, elle s'appelle Tahwada. La troisième, elle s'appelle Ama. La quatrième, elle s'appelle Gouzouri. La cinquième s'appelle Leima. La sixième s'appelle Tawainia. La septième s'appelle Leima. La huitième, c'est Annaou.
La 9e, c'est Mongou. Et la 10e, c'est Tabaye. La 11e, c'est Kounaou. La 12e, c'est Intaya. La 13e, c'est Akarkama. La 14e, c'est Talokoyo. La 15e, Gado. Et la 16e, c'est Aljima. Merci, chers collègues, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre l'entretien avec professeur Boubé Namewa, enseignant-chercheur au département de philosophie à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Nous vous remercions de nous avoir suivis chez vous et à la prochaine dans le grenier des savoirs. Merci, chers collègues. Merci, non, c'est moi qui te remercie. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci.